Dans un petit village près de Saumur, un samedi matin brumeux d'octobre 2022, la vie ordinaire de la famille Dubois bascule en une seule phrase. Une phrase prononcée par un enfant de 6 ans qui va déclencher une enquête nous menant bien plus loin que nous l'aurions jamais imaginé. Cette histoire, que nous avons suivie pas à pas, s'achèvera avec un objet final, une simple petite boîte en bois qui contient une réponse défiant toute logique. Je vous invite à nous accompagner jusqu'à la fin, car la conclusion de ce récit pourrait bien changer votre perception de la mémoire et du temps. Pour les plus curieux, nous avons rassemblé des documents et des photographies liées à cette affaire dans la description, mais je vous conseille de ne pas les consulter tout de suite pour préserver le mystère. Ce matin-là, l'air était frais et humide, typique de l'automne dans la vallée de la Loire. Marc et Sophie Dubois se promenaient tranquillement dans les allées d'une brocante locale, leur fils Léo trottinant à leur côté. C'était une sortie familiale comme des centaines d'autres. Mais soudain, Léo s'est arrêté net devant un étal chargé d'objets en métal et de vieilles porcelaines. Son regard d'enfant s'est fixé sur une petite sculpture, une danseuse patinée par le temps. Il a tendu son petit doigt vers l'objet. D'une voix claire et posée, une voix qui ne correspondait pas à son âge, il a dit à son père « Ce n'est pas du laiton, papa, c'est du bronze d'art, et la signature, elle est fausse. » Marc s'est penché, un sourire amusé aux lèvres, s'attendant à une fantaisie d'enfant. Mais Léo a continué avec une assurance déconcertante. Le vrai, il signait J. Carlier, pas juste Carlier. Un silence s'est installé. Le brocanteur, un homme d'âge mûr qui avait tout vu, a levé les yeux de son journal, stupéfait. Sophie a posé une main sur l'épaule de son fils, le cœur battant. Comment un enfant de 6 ans, qui apprenait à peine à lire des phrases complexes, pouvait-il connaître de tels détails sur la signature d'un sculpteur du XIXe siècle? Cette question, suspendue dans l'air brumeux de Saumur, est le point de départ de notre histoire. Avant ce jour, Léo était un enfant comme les autres. Calme, un peu rêveur, il passait des heures à dessiner dans sa chambre, créant des mondes imaginaires sur des feuilles de papier. Ses parents, Sophie, une infirmière, et Marc, un menuisier passionné, n'avaient jamais rien remarqué d'inhabituel. Ils le décrivent comme un garçon doux et affectueux, un enfant sans histoire. Rien ne les avait préparés à ce qui allait suivre. Pourtant, avec le recul, un détail aurait pu les alerter. Léo avait une étrange fascination pour les vieux objets en bois que son père ramenait parfois de son atelier. Contrairement aux autres enfants qui s'intéressent aux jouets neufs et colorés, Léo semblait attiré par la texture, l'odeur et l'histoire de ces morceaux de bois usés. Il les prenait dans ses petites mains, fermait les yeux et passait ses doigts sur les veines et les imperfections, comme s'il lisait un langage secret. Marc pensait que c'était une simple imitation de ses propres gestes de menuisier, une jolie preuve d'admiration filiale. Il était loin de se douter de la véritable nature de cette connexion. La première fissure dans cette apparente normalité était apparue quelques mois avant l'incident de la brocante. Ce n'était pas aussi spectaculaire, mais tout aussi étrange. Léo avait commencé à dessiner des meubles. Pas des dessins d'enfants avec des formes simples et des couleurs vives. Non, ces dessins étaient d'une précision technique étonnante. Il dessinait des commodes, des secrétaires, des fauteuils, en respectant les proportions et les assemblages. Et puis, il y avait les mots. Un soir, en montrant un de ses dessins à son père, il avait pointé une ligne et dit « La traverse est trop basse, ça va fragiliser le chevillage ». Une autre fois, en regardant un livre d'histoire, il avait déclaré à sa mère « J'aime bien ce pied Louis XV, il est plus élégant que le Louis XVI ». Traverse, chevillage, pied Louis XV. Ces termes, Sophie et Marc les avaient entendus bien sûr, mais ils ne faisaient pas partie de leur vocabulaire quotidien. Ils ont mis cela sur le compte de la télévision, d'un documentaire regardé distraitement. Ils pensaient que leur fils était une petite éponge, qu'il répétait des mots savants pour les impressionner sans en comprendre le sens. C'était une explication rassurante, logique. Mais ils se trompaient. L'incident de la brocante a brisé cette illusion confortable. Ce n'était plus un mot répété, c'était une expertise, une affirmation catégorique qui s'était avérée juste. Le brocanteur, après vérification, avait d'ailleurs admis à voix basse que la pièce était bien une copie. Ce jour-là, dans le froid d'octobre, les parents de Léo ont compris qu'ils étaient face à quelque chose qui les dépassait complètement. Ce n'était pas un jeu. C'était le premier de 3 signes qui ne pouvaient plus être ignorés. Le deuxième signe est survenu quelques semaines plus tard, lors d'une visite familiale au château de Brissac. Sophie et Marc espéraient une journée normale, une distraction pour chasser les pensées troublantes qui les assaillaient depuis la brocante. Le château, avec sa majesté et son histoire séculaire, semblait l'endroit parfait pour ramener un peu de légèreté dans leur vie.
Mais Léo, une fois de plus, allait les guider vers un mystère encore plus profond. Alors qu'il traversait une galerie secondaire, moins fréquentée par les touristes, Léo s'est soudainement immobilisé. Il ne regardait pas un tableau ou une armure, mais un grand mur nu, simplement peint d'une couleur crème. Il a froncé les sourcils, comme s'il cherchait quelque chose qui manquait. Puis, avec la même certitude déconcertante qu'à la brocante, il a déclaré « C'est dommage qu'ils aient déplacé le portrait de la duchesse. Il était mieux ici, la lumière était parfaite. » Marc a échangé un regard inquiet avec Sophie. Quelle duchesse? Quel portrait? Il n'y avait rien, pas même une marque de clou sur le mur. Une guide du château qui passait par là a entendu la remarque de l'enfant. Avec un sourire indulgent, elle s'apprêtait à lui expliquer qu'il n'y avait jamais eu de tableau à cet endroit, du moins pas à sa connaissance. Mais quelque chose dans le ton de Léo, une sorte d'autorité tranquille, l'a fait hésiter. Piquée par la curiosité, et peut-être par un pressentiment, la guide a promis de vérifier dans les archives du château. Elle a pris le nom de la famille, le rassurant que c'était une simple formalité. 2 jours plus tard, Sophie a reçu un appel téléphonique. C'était la guide. Sa voix était changée, empreinte d'une incrédulité totale. Elle avait passé des heures dans les vieux registres, et elle avait trouvé. Un portrait de la duchesse de Brissac avait bien été accroché à cet endroit précis. Il avait été déplacé au début du XXe siècle, en 1902 pour être exact, pour rejoindre la collection privée de la famille dans une autre aile du château. C'était un détail obscur, une note de bas de page dans l'histoire du lieu, un fait connu seulement de quelques historiens spécialisés et des archivistes. Personne d'autre ne pouvait savoir cela. Ce soir-là, le silence à table chez les Dubois était lourd de questions sans réponse. Le 3e signe fut peut-être le plus intime, et donc le plus troublant. Il n'a pas eu lieu dans un lieu public, mais dans le sanctuaire de la chambre de Léo, pendant son sommeil. Marc et Sophie ont commencé à l'entendre marmonner la nuit. Au début, ils n'y prêtaient pas attention, pensant à de simples rêves d'enfant. Mais les mots étaient étranges. Léo ne parlait pas de ses jouets, de l'école ou de ses dessins animés. Il murmurait des instructions techniques, des phrases qui semblaient sorties d'un autre temps. Une nuit, Marc, réveillé par un bruit, s'est approché de la porte de la chambre de son fils. Il a entendu la petite voix de Léo, claire dans le silence de la maison. « Jean, passe-moi la varlope, disait-il. Non, celle-là, le fer est mieux affûté. » Une autre nuit, il a murmuré « Attention à la teinte, il faut qu'elle pénètre le chêne de manière uniforme. » Marc, en tant que menuisier, connaissait ces termes. Une varlope est un ancien type de rabot, long et lourd, que les artisans modernes n'utilisent presque plus. Il comprenait les instructions sur la teinte du bois. Mais ces techniques, ces outils, ce souci du détail, ils appartenaient à une ébénisterie d'artisanat d'une autre époque. Et puis, il y avait ce nom qui revenait sans cesse, Jean. Marc a commencé à noter les mots que Léo prononçait en dormant. Il a rempli un petit carnet de termes comme assemblage en queue d'aronde, cire d'antiquaire, plaquage en bois de rose. C'était le vocabulaire d'un maître ébéniste de la fin du XIXe siècle, pas celui d'un petit garçon de 6 ans en 2022. La peur a commencé à se mêler à l'incompréhension. Ce n'était plus une curiosité, c'était une énigme qui vivait sous leur toit. Ils aimaient leur fils plus que tout au monde, et ils voyaient bien qu'il n'était pas en souffrance. Mais ils devaient comprendre, pour lui et pour eux. Ça, ces 3 événements, la sculpture en bronze, le portrait du château et les murmures nocturnes, Sophie et Marc ont su qu'ils ne pouvaient plus rester seuls avec leurs secrets. Ils ont décidé de chercher de l'aide, mais avec une prudence infinie. Ils ne voulaient ni effrayer Léo, ni l'exposer à des charlatans. Ils voulaient une approche rationnelle, factuelle. Sur la recommandation d'un ami collectionneur, ils ont contacté Madame Isabelle Fournier, une antiquaire et experte en art très respectée à Angers. C'est une femme d'une 60aine d'années, connue pour son œil infaillible, mais aussi pour sa grande douceur. La rencontre a eu lieu dans la boutique de Madame Fournier, un lieu feutré rempli de meubles anciens et d'objets d'art. Elle a accueilli Léo non pas comme un cas étrange, mais comme un jeune visiteur curieux. Avec une patience infinie, elle a préparé un test simple mais révélateur. Elle a étalé sur une grande table une série de 20 photographies. Elle montrait des meubles, des sculptures et des objets d'art de différentes époques, du style Renaissance au design Art déco. Elle n'a donné aucun indice, aucune information. Elle a simplement demandé à Léo de regarder les images et de lui dire ce qu'il en pensait. Le petit garçon n'a pas hésité une seconde. Marc et Sophie, debout derrière lui, retenaient leur souffle.
Madame Fournier observait la scène avec une neutralité professionnelle, mais ses yeux ne quittaient pas le visage concentré de l'enfant. Léo a pointé la première photographie, une chaise richement sculptée. « Ça, c'est du Louis XIII », a-t-il dit. On le voit au dossier, il est très haut et les pieds sont tournés en os de mouton. C'est du Noyer. Il a glissé son doigt sur la photo suivante, un bureau plat. Style Régence, moins lourd que le Louis XIV, mais pas encore aussi léger que le Louis XV. Regardez les bronzes, ils sont plus fins. Il a continué ainsi, image après image. Pour un vase en porcelaine, il a identifié la manufacture de Sèvres. Pour une horloge, il a correctement daté le mouvement. Il a buté sur 2 objets, un bibelot d'art asiatique et un meuble de designer très moderne, avouant simplement « ça, je ne connais pas ». Mais pour le reste, ses analyses étaient d'une justesse effrayante. Sur les 20 photographies, 18, oui, 18 sur 20 ont été correctement identifiées, non seulement en termes de style et d'époque, mais souvent avec des détails sur le bois ou la technique utilisée que seule une vie de pratique pouvait enseigner. Madame Fournier a finalement repoussé doucement les photographies. Elle a retiré ses lunettes, le regard perdu dans le vide un instant. Le silence dans la boutique était total, seulement troublé par le tic-tac d'une vieille horloge comtoise. Elle a regardé les parents, son expression n'était plus celle d'une experte, mais celle d'une femme profondément troublée. Quelques jours plus tard, elle leur a envoyé un rapport écrit. Nous avons eu accès à ce document. Sa conclusion, rédigée en termes mesurés mais sans équivoque, était la suivante. Une telle connaissance chez un enfant de 6 ans est, de mon point de vue, inexplicable par un apprentissage conventionnel, que ce soit par les livres, les documentaires ou l'environnement familial. Ce rapport a agi comme une confirmation officielle de ce que les parents savaient déjà au fond d'eux. Leur fils était connecté à un savoir qui ne venait pas de sa propre vie. Poussé par une force intérieure qu'il ne comprenait pas lui-même, Léo a alors commencé à faire des dessins plus précis, plus ciblés. Les meubles imaginaires ont laissé place à des plans, des croquis, d'une réalité qu'il semblait vouloir reconstituer. Un soir, il s'est assis à la table de la cuisine et, avec une concentration intense, il a dessiné non pas un objet, mais un lieu. C'était le plan d'un quartier, avec une rue principale, des ruelles adjacentes et la façade détaillée d'un atelier. Il a ensuite posé son crayon, a pointé un bâtiment précis sur sa carte improvisée et a dit, avec une simplicité désarmante, « C'était là, mon atelier ». Sophie a pris la feuille, le cœur serré. Marc s'est penché par-dessus son épaule. Le dessin était clair, il montrait une rue pavée, étroite, bordée d'immeubles de 3 ou 4 étages. La façade de l'atelier était reconnaissable à sa grande vitrine et à sa porte en bois massif. Ils ont demandé à Léo où se trouvait cet endroit. L'enfant a haussé les épaules, il ne le savait pas. Mais en regardant l'architecture, le style des bâtiments, Marc a eu une intuition. Cela ressemblait au vieux centre d'une grande ville, peut-être Angers ou Tours. La famille Dubois n'avait jamais mis les pieds dans cette partie de la vieille ville de Tours, une ville située à plus de 80 km de leur village. La semaine qui a suivi a été une torture silencieuse pour Marc. Le dessin de son fils était posé sur la commode de l'entrée. Chaque fois qu'il passait devant, il sentait un appel, un mélange de peur et de curiosité irrépressible. Et s'il y avait vraiment quelque chose ? Et s'il n'y avait rien et que tout cela n'était qu'une imagination débordante? Le samedi suivant, il n'a plus tenu. Il a dit à Sophie qu'il allait faire une course. Il a pris le dessin, l'a plié soigneusement et l'a mis dans la poche de sa veste. Il a pris la voiture et a roulé, sans trop savoir pourquoi, en direction de Tours. Arrivé dans la ville, il a cherché le quartier historique. Il a garé sa voiture et a commencé à marcher, le dessin à la main, se sentant ridicule. Il errait dans les rues pavées, comparant les façades à l'esquisse de son fils. Pendant près d'1 heure, il n'a rien trouvé de ressemblant. Le découragement commençait à le gagner. Il allait abandonner quand, au détour d'une petite rue, il s'est figé. La largeur de la rue, la hauteur des immeubles voisins, la courbe légère que faisait la chaussée. Tout correspondait. Son cœur battait à tout rompre. Il a levé les yeux vers l'endroit où, sur le dessin de Léo, se trouvait l'atelier. Le bâtiment était bien là, mais ce n'était plus un atelier. La façade avait été modernisée, la grande vitrine en bois remplacée par une devanture en aluminium. C'était maintenant une boulangerie moderne, avec son enseigne lumineuse et son odeur de pain chaud. Au premier abord, c'était une déception. Mais en regardant de plus près, Marc a vu que la structure de base du bâtiment, les fenêtres des étages supérieurs, la ligne du toit, tout cela correspondait parfaitement au dessin de son fils.
C'est ici, sur ce trottoir de Tours, que notre histoire prend une toute nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de connaissances inexplicables, mais d'un lieu physique réel qu'un enfant de 6 ans avait pu dessiner sans jamais l'avoir vu. La question n'était plus de savoir ce que Léo savait, mais ce qui s'était passé autrefois à cette adresse précise. Cette question a poussé Marc et Sophie à franchir une étape qui les mènerait des rues pavées de Tours au couloir silencieux de la mémoire officielle. Intrigués par cette connexion tangible entre le dessin de leur fils et un lieu réel, nous les avons accompagnés aux archives départementales d'Indre-et-Loire. C'est un bâtiment imposant, un sanctuaire de papier où le temps semble s'être arrêté. L'odeur de la poussière et du vieux parchemin y est presque palpable. C'est là que nous devions rencontrer le docteur Alain Dubois, un historien local recommandé pour sa connaissance encyclopédique du vieux Tours. Le docteur Dubois est un homme d'une 60aine d'années, à la chevelure poivre et sel et au regard perçant derrière des lunettes fines. Il nous a accueillis avec une courtoisie professionnelle, mais non sans un scepticisme évident. L'histoire d'un enfant de 6 ans dessinant une rue qu'il n'a jamais vue relevait pour lui, au mieux, d'une coïncidence fascinante. Il a accepté de nous aider, plus par devoir professionnel que par conviction. Il nous a conduits dans une salle de lecture silencieuse, où de lourds registres étaient alignés sur des étagères métalliques. La quête commençait. Le point de départ était le dessin de Léo et l'adresse identifiée par Marc. Le docteur Dubois nous a expliqué la procédure. Il fallait consulter les anciens registres du cadastre, ces cartes et documents qui recensent toutes les parcelles de terrain et leurs propriétaires successifs. C'est un travail fastidieux, presque archéologique. Pendant des heures, le seul bruit fut le frottement délicat des pages anciennes et les murmures de l'historien déchiffrant une écriture à l'encre fanée. Marc et Sophie attendaient, assis à une table voisine, dans une tension palpable. Chaque fois que le docteur Dubois fronçait les sourcils, leur cœur s'accélérait. Puis, après près de 3 heures de recherche, un son a rompu le silence. Un simple « Ah » prononcé par l'historien. Il a fait signe à Marc de s'approcher. Sur un plan de la fin du XIXe siècle, daté de 1898 pour être précis, il pointait du doigt une parcelle. C'était l'adresse, sans l'ombre d'un doute. Et à côté de la parcelle, dans une colonne manuscrite, une description de la propriété. Le docteur Dubois a lu à voix haute, lentement. « Propriété bâtie à usage d'atelier d'ébéniste ». Un frisson a parcouru la pièce. L'intuition de Marc était juste. L'atelier de dessin de Léo avait bien existé. Mais le plus incroyable restait à venir. Le docteur Dubois a glissé son doigt jusqu'au bas de la page sur le nom du propriétaire inscrit à la plume. L'encre était passée, mais les lettres étaient encore lisibles. Le nom était Jean Carrier. Le même nom que Léo avait mentionné à la brocante, le même prénom qu'il murmurait dans son sommeil. Ce fut notre première grande reviralvolta. L'expression du docteur Dubois avait changé. Le scepticisme avait laissé place à une stupéfaction totale. Il a retiré ses lunettes, a frotté ses yeux comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une convergence de faits si précise qu'elle défiait la raison. Nous avions maintenant un nom, un lieu, une profession et une époque, tous liés par les paroles inexplicables d'un enfant. La question n'était plus « comment sait-il cela ?», mais une question bien plus vertigineuse « quel est son lien avec cet homme, Jean Carrier ?» Mais attention, une seconde révélation encore plus profonde nous attendait. Le docteur Dubois, piqué au vif dans sa curiosité d'historien, n'allait pas s'arrêter là. Le mystère était devenu personnel. Il a expliqué qu'avec un nom et une période, il pouvait pousser les recherches plus loin, dans les archives de l'état civil ou dans la presse locale de l'époque. Il s'est tourné vers les microfilms des journaux locaux, une collection de la vie quotidienne de Tours, figée dans le temps. Le grincement de la manivelle de la visionneuse de microfilm était le seul son, tandis que les pages des anciens quotidiens défilaient sur l'écran, comme des fantômes d'un autre siècle. Il cherchait une mention de Jean Carrier, un article sur son travail, une publicité pour son atelier, n'importe quoi. Pendant une autre heure, la recherche fut vaine. Et puis, il s'est arrêté sur un article du journal La Dépêche de Tours, daté du 17 mars 1905. Le titre était sobre. « Drame de l'artisanat rue Colbert ».
L'article relatait la mort accidentelle de l'ébéniste Jean Carrier, écrasé dans son atelier par la chute d'une lourde pièce de bois. C'était une tragédie, un fait divers comme il y en avait tant. Marc et Sophie ont ressenti une vague de tristesse pour cet homme qu'ils ne connaissaient pas, mais qui semblait si intimement lié à leur fils. Ils pensaient que l'histoire s'arrêtait là, sur cette note tragique. Mais un détail, une simple ligne à la toute fin de l'article, a tout changé. Le docteur Dubois a relu la phrase à voix basse, comme s'il n'en croyait pas ses propres yeux. Puis, il a tourné l'écran vers nous. L'article mentionnait que le drame était d'autant plus terrible que Jean Carrier laissait derrière lui un jeune fils de 6 ans qui aurait été témoin de la scène. Le journaliste avait précisé le nom de l'enfant. Le nom de ce fils était Léo. Léo Carrier. Un silence de plomb est tombé sur la salle de lecture des archives. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient d'une manière à la fois parfaite et terrifiante. Les connaissances de Léo n'étaient peut-être pas celles de l'artisan adulte, de Jean. Elles étaient peut-être les souvenirs fragmentés, les angoisses et le savoir absorbé par un petit garçon qui avait tout perdu dans cet atelier il y a plus d'un siècle. Cette nouvelle perspective changeait tout. Ce n'était plus l'histoire d'un artisan réincarné, mais peut-être celle bien plus poignante d'un écho, d'une mémoire traumatique transmise à travers le temps. Un savoir qui n'était pas celui des mains, mais celui des yeux d'un enfant de 6 ans, observant son père, Jean, travailler le bois avec amour, juste avant que tout ne bascule dans l'horreur. Nous avons alors rassemblé toutes les pièces de ce puzzle incroyable, la connaissance quasi innée des antiquités, la mémoire précise de lieux jamais vus, le nom de Jean Carrier murmuré dans les rêves, et maintenant la découverte de l'existence d'un autre Léo, au même âge, au même endroit, témoin d'un drame. Face à la portée de cette histoire, nous avons pris, en accord avec la famille, la décision la plus importante, celle de protéger l'enfant. Les noms que nous utilisons dans ce reportage, Sophie, Marc et même le nom de famille Dubois, sont des noms d'emprunt. Leur but n'a jamais été de prouver une vie antérieure ou de chercher la notoriété, mais simplement de comprendre et d'aider leur fils à vivre sereinement avec ce bagage inexplicable. Et la réponse finale, la preuve que nous cherchions tous, se trouvait dans cette petite boîte en bois que j'ai évoquée au tout début de notre récit. Grâce au registre de l'état civil, le docteur Dubois a pu suivre la trace de la famille Carrière après le drame de 1905. Le petit Léo Carlier, orphelin de père, avait été recueilli par une tante. Il n'a pas eu d'enfant lui-même, mais sa sœur, oui. C'est en suivant cette lignée que nous avons retrouvé une arrière-petite-nièce du premier Léo. C'est une dame très âgée, charmante, qui vit aujourd'hui une retraite paisible à Nantes. Nous l'avons contactée avec une infinie précaution, lui expliquant que nous menions une recherche historique sur les artisans de Tours au début du XXe siècle. Elle nous a accueillis dans son appartement rempli de souvenirs. Elle se souvenait vaguement des histoires de famille, de ce grand-oncle au destin tragique, un sujet que l'on évoquait qu'à voix basse. Elle nous a confié qu'elle possédait encore quelques objets lui ayant appartenu, sauvés des aléas du temps. Parmi eux, une petite boîte en bois sculptée par son grand-oncle Jean, offerte à son fils Léo pour l'un de ses anniversaires. Le cœur battant, nous lui avons demandé si nous pouvions la voir. Notre rencontre a été filmée avec l'accord de tous les partis. La vieille dame a apporté la boîte. Elle était petite, ennoyée, le couvercle orné d'une simple fleur de lys finement ciselée. Le bois était patiné par plus d'un siècle de contacts humains. Avec des mains légèrement tremblantes, elle a soulevé le couvercle. L'air semblait s'être arrêté de circuler dans la pièce. À l'intérieur, parmi quelques souvenirs d'enfants, une bille d'agate, une plume de jet, se trouvait une photographie sépia protégée par un fin papier de soie. Elle l'a sortie avec délicatesse et nous l'a tendue. La photo montrait un homme à la moustache fournie, vêtu d'un tablier d'artisan, debout devant la porte d'un atelier. C'était Jean Carrier. À côté de lui, tenant sa main, se tenait un petit garçon de 6 ans, au regard grave et intelligent. L'enfant portait un costume du dimanche un peu trop grand pour lui. Au dos de la photographie, une écriture à l'encre, élégante et un peu passée, disait simplement « Mon Léo, 6 ans, 1905 ». Mais le véritable choc, la pièce qui a fait basculer cette histoire de l'extraordinaire à l'inconcevable, c'était le visage de cet enfant. Le visage de ce petit garçon photographié il y a plus d'un siècle était le portrait presque parfait du Léo d'aujourd'hui.
Les mêmes yeux profonds, la même forme de visage, le même petit grain de beauté discret au-dessus de la lèvre. En voyant cette image, Sophie a étouffé un sanglot, et Marc a posé une main protectrice sur son épaule. Ce n'était plus une théorie, c'était une évidence qui vous regardait droit dans les yeux depuis le passé. Ce cas soulève des questions profondes sur la nature de la mémoire et de l'identité, des questions qui dépassent largement le cadre de notre enquête. Est-ce une simple coïncidence génétique poussée à l'extrême, ou bien la preuve que certaines expériences, certains traumatismes peuvent laisser une empreinte si forte qu'elles traversent les générations d'une manière que la science ne comprend pas encore? Nous ne prétendons pas avoir la réponse, nous vous avons simplement présenté les faits, vérifiés un par un. Si ces enquêtes qui explorent les frontières de notre compréhension vous intéressent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains reportages. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, toujours avec le respect que cette histoire et cette famille méritent. Le voyage pour comprendre les mystères qui nous entourent ne fait que commencer.